Donc merci beaucoup d'être là aujourd'hui. On est ravis d'être là avec Florence pour vous partager nos apprentissages et notre travail qu'on a fait pendant 5 ans à l'échelle de Loop et puis un peu plus récemment avec Marie Brizard. Bonjour. Voilà. Et donc de mon côté, donc moi c'est Romain Zanabelgarde, je suis en charge de Loop en France, je suis directeur commercial et je vais laisser Florence se présenter. Et donc Florence Lanoé, moi je suis directrice marketing dans une société dont je voulais vous parler après, qui est Marie Brizard Wine & Spirit. Et j'ai, par sentiment de vouloir faire avancer les sujets, j'ai pris en charge les sujets RSE pour l'intégralité de la société il y a pratiquement 2 ans. Génial. Donc très rapidement, parce que certains d'entre vous connaissent déjà Loop, qui on est un opérateur de réemploi. Et donc concrètement, on va accompagner des marques à développer des emballages réemployables qui vont être ensuite vendus en grande distribution. Et donc notre vision, c'est de rendre le réemploi simple, pratique et accessible à tous. Et une de ces visions, de pouvoir rendre le réemploi pratique et simple, c'est que ce soit interopérable, c'est-à-dire que les clients peuvent acheter à un endroit et rapporter à un autre endroit leurs emballages. Donc Loop, aujourd'hui on est dans 150 magasins, donc nous on n'est pas des vendeurs de produits, hein. Ces produits sont vendus à la grande distribution et nous on va collecter, trier, envoyer à des sociétés de lavage ces produits pour qu'ils aient de multiples vies. Et donc aujourd'hui il y a plus de 100 références de produits consignés, je vous invite à aller à notre stand qui est le stand G14 pour voir toutes les typologies de produits, de formats, d'emballage, parce qu'on ne travaille pas que avec du verre, on travaille aussi avec des plastiques, avec des métaux, pour faire du réemploi. Et donc, on fait ça depuis maintenant 5 ans, à l'échelle de la France, mais aussi au niveau international. Et donc, concrètement, Loop, comment ça marche ? Les marques vont donc développer des emballages consignés. Ces produits consignés vont être vendus en magasin, en grande distribution. Les clients vont les acheter, les consommer, évidemment, et ensuite les ramener. Et en fonction des points de retour, soit on a des bornes de collecte intelligentes où on va pouvoir se faire rembourser la consigne, soit on les ramène directement en caisse pour se faire rembourser. Et c'est là où Loop intervient, dans la collecte, le tri, le stockage et le renvoi pour être lavé de ces emballages. Voilà. Et donc je vais passer la main à Florence. Alors, avant de vous parler William Peel, juste quelques mots sur la société. Donc Marie Brizard Wine & Spirit, comme le porte le nom de la marque éponyme, il y a Marie Brizard dans le portefeuille, mais pas que. Donc on est une société qui pèse, on va dire, environ 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en France et à l'international. La France pèse pour 45%. Et donc, comme je vous le disais, dans ce portefeuille de marques, il y a plein d'autres marques que Marie Brizard, des marques essentiellement de spiritueux. Donc, et la plus grosse marque, dont je vais les citer quand même, William Peel, Sobieski, San José, donc plein de marques. Et William Peel, pourquoi je voulais vous parler de William Peel ? Parce qu'en fait, cette marque, alors elle n'a pas forcément une très grosse notoriété, mais en réalité, c'est la marque leader des whiskies. Et c'est donc cette marque-là, on va y revenir après, que nous avons choisi, puisque nous sommes numéro 1 des Blend -12. Et surtout, c'est pour vous dire la puissance de la marque, on est quand même dans ce qu'on appelle le top 10 des chiffres d'affaires sorties caisse des magasins. Parce qu'évidemment, on n'allait pas se lancer sur un projet comme ça, sur un produit qui, je fais exprès, n'est vendu qu'une fois par mois. Et que vous vous rendez compte aussi de la volumétrie de la marque, c'est plus de 23 000 bouteilles vendues par an. Voilà. 23 millions. Il manquait 3 zéros. Alors, Société Marie Brizard Wine & Spirit, sans trop de surprises, comme beaucoup d'entreprises maintenant. Nous sommes une société en fait cotée en bourse. Donc, effectivement, ça nous engage à un certain nombre de choses. Et au niveau de la RSE, nous avons pris plusieurs engagements sur la partie environnementale que vous voyez sur l'écran. La première, évidemment, c'est au niveau de l'énergie. L'objectif, c'est de baisser notre consommation d'énergie et de développer sur les sites tout ce qui est énergie renouvelable. Je ne vais pas tout vous citer puisque le sujet, il est quand même sur Loop, mais que vous ayez un panorama. L'eau, c'est de de maîtriser la consommation d'eau puisque nous avons besoin d'eau pour faire tous nos produits. Sans les spiritueux, sans l'eau, il n'y aurait pas de spiritueux. Aussi de maîtriser tout ce qui est eau usée. Et enfin, le gros sujet avec le packaging, je dirais c'est 2 gros sujets pour la partie bilan carbone, c'est l'élaboration des produits, puisqu'effectivement nous sommes une société d'embouteillage. Donc notre objectif, c'est de maîtriser notre chaîne de la valeur et on a fait
un bilan carbone pour la première fois en 2022 qu'on a remis à jour en début d'année sur 2023 et qui nous permet en fait de traquer là où sont les gros sujets. Et le packaging est un sujet, puisque nous sommes une société qui, comme je vous l'ai montré dans les chiffres, se vend principalement en bouteille verre. Alors le bouteille verre, c'est super, c'est recyclable, mais à la fabrication, ça a une certaine empreinte carbone quand même. Donc sur le packaging, il y a 2 leviers. On veut développer l'éco-conception et on veut développer tout ce qui est recyclabilité, parce qu'en dehors de la France, ce sont des engagements pour le groupe. Il y a encore un sujet de recyclabilité de la bouteille verte dans certains pays. Ça peut vous paraître étrange, mais ça ne l'est pas. Et enfin, en France, il y a quand même un sujet sur le réemploi. Et on va en reparler juste après. Et pourquoi Peel ? Je vous l'ai dit, c'est la plus grosse marque. Et c'est celle qu'on veut installer comme étant une marque pionnier, engagée et inspirante aussi pour ces sujets-là. Génial. On y reviendra sur ce point-là de bien choisir sa référence, parce que c'est un de nos apprentissages clés aussi. On a lancé beaucoup de choses avec Loop. On a lancé des choses très extrêmes dans les catégories de produits. On a fait de l'huile moteur en consigne. On a fait des petits pots bébés. On a fait des glaces. Donc on a testé plein de choses. Et un des apprentissages clés, c'est aller sur des top références, aller sur ce qui a une rotation élevée. Et William Peel caractérise à 100% ces éléments-là. Donc une des questions clés que j'ai pour toi, Florence, aujourd'hui, c'est pourquoi vous avez fait ce premier pas ? T'en as un petit peu parlé, il y a le sujet de l'environnement, mais qu'est-ce qui vous a motivé à faire du réemploi en sachant que votre bouteille, c'est déjà une bouteille en verre et beaucoup s'arrêtent déjà à cette recyclabilité du verre? Alors, comme je vous le disais un petit peu déjà, effectivement, quand on regarde notre bilan carbone, l'empreinte carbone de la bouteille verre, alors c'est pas forcément le plus gros de l'empreinte carbone, puisque le premier sujet, ça reste quand même tout ce qui est conception, élaboration du produit en amont, qui n'est pas chez nous, qui est chez nos fournisseurs, mais qui est quand même un énorme sujet. Il y a un autre sujet énorme aussi qui est le transport, mais la bouteille verre a un certain niveau d'empreinte carbone. Et après, il y a aussi une réalité économique. Comme beaucoup d'intervenants sur le marché des spiritueux, nous sommes régulièrement confrontés à des problématiques de disponibilité de la verrerie. Et oui, il faut avoir ça aussi en tête. La verrerie, ça n'est pas extensible à l'infini. Il y a des capacités au niveau des différents industriels. Donc c'est un vrai sujet économique aussi qui nous entraînait là-dessus. Et puis une petite touche personnelle. J'ai eu la chance de connaître une époque où la consigne existait. Peut-être certains d'entre vous, ceux qui ont certains cheveux blancs, ont connu où on ramenait la bouteille, où papa-maman nous disait de ramener la bouteille, comme ça nous faisait un petit peu d'argent de poche parce qu'on ramenait de l'argent. Et oui, et donc nous on a connu ça, et en plus je rajouterai à ça, pour ceux qui ont une vision au-delà de la France, il y a certains pays, dont l'Allemagne, qui est juste à côté, qui n'a jamais abandonné la consigne. Donc pour toutes ces raisons, c'est pour ça qu'on a voulu se lancer dans ce projet avec vous, Loop. Donc ça fait quasiment 2 ans, on en parlait tout à l'heure. Ça fait 2 ans. Voilà, 2 ans qu'on est enfin live, et donc on va vous partager un peu ces apprentissages clés de cette expérimentation. Juste avant, donc dans le travail qu'on met en place avec les marques partenaires avec qui on va travailler, il y a une phase de préparation. Évidemment, on ne se lance pas du jour au lendemain en grande distribution. La première phase, c'est un peu le pré-lancement. Est-ce que tu peux nous partager comment William Peel un peu s'est lancé? C'était quoi les premières étapes à passer ensemble pour se dire ok, cette bouteille, elle est réemployable, on peut la laver, elle peut faire des cycles importants? Alors effectivement, ça peut paraître anodin, mais pas du tout. On a vraiment appris doing by learning, comme dirait, ou learning by doing plutôt, comme diraient les Anglais. Effectivement, on a appris beaucoup de choses. Donc il y a plein de questions à se poser. Parce que toujours pareil, on se dit la bouteille verre, c'est incassable, tout va bien. Non. Non. S'il y a des ingénieurs packaging dans la salle, ils le savent très bien. Non, il a fallu regarder la résistance de la bouteille, combien de fois on pouvait la laver, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on laisse les étiquettes, on laisse pas d'étiquettes. Nutella, je fais un peu de pub pour eux, ils ont un pot en verre, si je dis pas de bêtises, où il n'y a pas d'étiquette dessus. Devant, ouais. Donc il a fallu se poser toutes ces questions-là. Finalement, on a la chance d'avoir une bouteille qui supporte pas mal de lavage. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de praticité avec nos références existantes. Donc le plus simple pour nous, ça a été de se dire, on garde notre bouteille existante. Par contre, pour des questions logistiques, aussi vis-à-vis du distributeur, on a un G-code spécifique. Je vais en reparler aussi derrière, mais il fallait un G-code spécifique et il fallait avoir une entité spécifique. Donc c'est pour ça que, comme vous le voyez sur la photo, on l'a identifié sur le col, en l'occurrence, en marquant, en précisant Loop, en mettant un G-code. Et il y avait plein de questions aussi à se poser
au niveau logistique, supply chain, mais là je vais peut-être te repasser la parole Romain, où on avait besoin d'une aide, parce que là pour ce qui nous concerne, au moment où je vous parle, alors il y a des projets, des réflexions en interne, mais nous n'avons pas de chaîne logistique qui nous permet de récupérer la bouteille, de la laver, etc. Un très bon point, et je pense qu'effectivement, un des challenges, c'est de se dire, quand on a une marque qui se lance, je vais pouvoir développer une référence, mais comment je fais en sorte pour que mes produits reviennent ? Et ça, c'est un peu un enjeu clé. Je vais vous partager un peu des retours de terrain dont on n'a pas forcément parlé, mais quand on a parlé à des magasins, donc nous on travaille avec 150 magasins, on parle à des directeurs de magasins et on leur pose souvent la question, qu'est-ce que vous verrez comme référence consignée ? Qu'est-ce que vous pensez que les clients vont attendre pour consommer du réemploi ? Et quand on a dit, voilà, William Hill se lance, ils nous ont dit, oh génial, mais par contre, est-ce que les clients vont vraiment les rapporter ? Et donc beaucoup nous ont dit, mais ça va finir jeté, c'est sûr, voilà, etc. Et donc on leur a dit non, en fait c'est un travail déjà de pédagogie, et on le verra sur la communication, je vais passer dans la slide juste après, mais aussi de communication associée sur l'emballage secondaire. Il y a un point très important, c'est qu'il y a une information que vous voyez sur la bouteille, mais on a aussi des marquages sur les cartons pour pouvoir isoler les références quand elles arrivent en magasin. Ça paraît anodin, mais c'est ces petits détails-là qui font que le projet il est toujours très bien représenté en magasin, et les équipes magasins connaissent ces produits et peuvent les isoler. On a parlé de la communication et des apprentissages. La photo d'avant, on a vu juste une information sur le sujet de la consigne. Point important, dans l'ordre des priorités de quoi mettre sur un emballage consigné, il y a 1, je suis réemployable. Il y a 2, potentiellement le montant de consigne, pour rappeler à un client combien il l'a payé. Et donc si une personne d'un foyer l'a acheté, l'autre personne qui voit potentiellement 50 centimes se dit que ce produit a une valeur, et ensuite potentiellement Loop ou la localisation de l'espace où ça peut être consigné. Et un des apprentissages qu'on a eu ensemble, Florence, c'est la première version qu'on avait lancée n'était pas assez visible pour les clients, pour les équipes magasins. Et ça a été assez fort, et c'est pour ça qu'encore une fois, on fait du test and learn. Et on ne s'attend pas à avoir un premier emballage qui va être parfait, qui va revenir à 95% tout de suite. Il y a des évolutions, et donc ça c'est intéressant d'avoir un peu ta vision également. Tout à fait. On a eu pas mal de retours, soit par vous, mais aussi par notre terrain, puis par la force de vente, où très vite on nous a remonté que sur l'identité de gauche, c'était pas suffisamment visible. On n'en a pas encore parlé, mais il y a aussi un sujet d'implantation en magasin. La volonté de Loop, qui normalement doit être traduite en magasin, normalement, c'est effectivement d'avoir un corner dédié Loop. L'enjeu ici, c'est d'avoir idéalement une implantation ailleurs ou Royal, une double implantation, mais en règle générale, le produit Loop, il n'est pas dans le rayon habituel des spiritueux, il est à part. Donc il doit être forcément identifiable. Et a fortiori, on va le voir tout à l'heure sur une photo, quand il se retrouve à côté de son produit standard, il faut pouvoir expliquer la différence de l'un par rapport à l'autre, mais on va y revenir. Oui, tout à fait. Donc ça a été notre premier apprentissage, il faut que cette communication elle soit évidente. Est-ce que demain, on aura un marqueur unique du réemploi en France ? On en est convaincu. Aujourd'hui, il faut faire un peu de la surcommunication si on veut assurer que les clients comprennent de quoi il s'agit et surtout rapportent les emballages. Donc ça, c'est ce point-là. Ensuite, il y a un deuxième point qui est assez stratégique. On a parlé de la com sur l'emballage secondaire, sur l'emballage primaire, mais il y a aussi tout ce qu'on peut faire au-delà. Et donc ça passe par 2 gros leviers. Donc nous, Loop, on a démarré notre apprentissage avec des ambassadeurs. On allait en magasin, et donc il y avait des forces de vente, entre guillemets, qui allaient promouvoir le sujet de la consigne et du réemploi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les clients, ils ont encore besoin d'être pris par la main. Et ça, c'est ce qu'on a pu mettre en place ensemble et qui a très bien fonctionné. En fait, voilà, très vite, on s'est rendu compte qu'au-delà de ce que Loop met déjà en place, et effectivement, il y a eu ce fameux lancement au Carrefour Montesson où nous étions ensemble en juin 2022, c'est important que la marque aussi puisse elle-même faire ses propres actions et mettre en avant et explique, parce qu'il y a un vrai enjeu de pédagogie. Pour faire court, s'il y a deux sujets sur la consigne, c'est 1, la supply chain, et 2, la pédagogie vis-à-vis du consommateur. Encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un effet générationnel, ou même d'habitude, même pour des gens de ma génération, on a perdu l'habitude de ramener sa bouteille au magasin. Donc on est obligé de surcommuniquer là-dessus, et ce qu'on a mis en place, en plus des animations qui pouvaient être faites par Loop, c'est des animations dédiées sur la marque William Hill. Oui, pour vous donner quelques chiffres, on voit que les ventes et les retours sur les périodes qui succèdent, alors pendant la période sur les ventes et qui succèdent les périodes de promotion, sont multipliés par 3. Et on voit que ce n'est pas simplement les ventes, c'est-à-dire qu'on n'a pas un pic de vente parce qu'on a de la promotion, on a aussi un pic de retour. Et donc on voit que ces retours ils sont corrélés.
Et une statistique qui est importante que nous on observe à l'échelle de notre écosystème, c'est que le plus dur pour un client, c'est le premier geste de retour. C'est ramener cette première bouteille dans son magasin. Et quand il a ramené cette première bouteille, à 70%, il revient régulièrement et rapporter des emballages. Donc on en perd un tiers, mais on fidélise 2 tiers. Et donc notre gros travail à travers cette promotion, c'est aller chercher plus de clients et leur faire ce premier geste de retour. Donc on en parlait de cette bouteille, je te laisse commenter. Alors il y a un sujet effectivement sur lequel on avait dû se pencher dès le début du projet. Donc on a pour le coup parlé du pack, on a parlé de la pédagogie. Il y a un sujet sur le prix, dans lequel d'ailleurs le distributeur est à prendre en considération. Hein. Il faut bien se caler avec les clients sur la spécificité du Gencode, sur le positionnement du prix. Donc nous, il y avait un parti pris qui était de mettre, vous le voyez en bas, peut-être sur... Voilà. Donc on s'est finalement mis d'accord sur une consigne à 50 centimes. Mais en revanche, la valeur faciale affichée, donc là, c'est le cas de figure dont je vous parlais, où en fait, à gauche, vous avez la bouteille Loop, à droite, vous avez la bouteille standard. Donc là, c'est l'ancien design, donc on voit que la différence n'est pas suffisamment importante. Mais au-delà de ça, c'était important que sur l'étiquette, ce soit le même prix. Bon, là, c'est un prix en proximité. Il est un peu plus élevé que le prix en hypermarché. Et on est quand même plutôt à 11,90 € qu'à 14,60 €. Mais voilà, ça c'est le distributeur. Et donc du coup, au-delà de ça, c'est important que le consommateur comprenne qu'on lui demande un effort de 50 centimes. C'est ce qui est mis sur la petite étiquette, 50 centimes supplémentaires. Mais les 50 centimes lui sont restitués quand il ramène la bouteille. Ouais, exactement. Et ça, c'est un point de valeur ajoutée qui est très forte. On a souvent associé consigne et produits plus chers. Ça a été un de nos apprentissages. On peut faire de la premiumisation quand il y a une évolution de l'emballage, c'est-à-dire qu'on va changer l'emballage ou on va apporter quelque chose de différent dans le produit. S'il y a des choses qui sont relativement similaires, comme on peut le voir là, puisque là la bouteille est la même, il faut pouvoir s'aligner en termes de prix. Les gens sont prêts à faire cet effort d'acheter la consigne. Pourquoi ? Parce qu'ils ne voient pas la consigne, d'après les études qu'on réalise, ils ne voient pas la consigne comme un prix payé. Ils voient quelque chose comme on emprunte un vélo et on a une consigne de 50 € quand on la rapporte. Et donc c'est ça dans l'imaginaire client. On ne paye pas cette consigne, c'est une avance de frais qui nous est remboursée si on rapporte l'emballage. Et on voit que ici sur cette photo, il y a un gain faible, mais il y a un gain pour les clients qui rapportent leurs emballages. Voilà. Et donc ça c'est un point qui est très important parce qu'on l'observe en fait dans les statistiques. Des produits qui vont être surpositionnés en termes de prix ne vont pas se vendre autant. Et donc, 1 an et demi, 2 ans quasiment plus tard, c'est un franc succès. William Peel est donc dans le top 5 des ventes de produits consignés en grande distribution, ce qui est assez important parce qu'on a des grandes marques partenaires qui sont aussi très présentes dans le cadre de l'écosystème. Et surtout, on s'est servi de cette période-là pour apprendre ensemble. Et ce n'est pas seulement les équipes de William Peel, mais nous aussi. On apprend, vous étiez la première marque de spiritueux, on apprend en tant que partenaire opérateur à travailler sur cette catégorie-là et surtout on se prépare à la phase d'après. Nous, beaucoup dans les conversations qu'on peut avoir avec des marques ou des distributeurs intéressés, il y a cette volonté d'être assez perfectionniste dans l'approche qui est naturelle parce que quand on veut faire quelque chose, on veut le faire bien. Et un des messages forts qu'on souhaite passer aujourd'hui, c'est de dire faites ce premier pas. Il y aura forcément des V2, des V3, des V4, comme on a pu le voir, des choses à calibrer ensemble, mais surtout préparons-nous à cette étape d'après. Et donc on est dans cette phase de transition à l'échelle, on le voit, ce salon-là, on espère qu'il sera 10 fois plus grand dans quelques années. On est dans une phase d'accélération de ce sujet du réemploi à l'échelle nationale, et donc il faut se préparer au plus vite parce qu'industriellement, on sait que ça met du temps, que les consommateurs ils vont mettre du temps à se réhabituer à ce geste de retour, et donc il faut les habituer au plus vite avec leurs produits du quotidien. Voilà, donc je t'en prie si tu veux dire un petit mot. Même message, effectivement, il faut se lancer et on apprend beaucoup de choses en se lançant parce qu'il y a la théorie et il y a la pratique, comme dans ce sujet-là, comme dans beaucoup d'autres. Merci beaucoup. Et donc, on a essayé de résumer un peu 3 messages clés pour pouvoir se lancer correctement en grande distribution. La première, c'est du test and learn, comme on l'a dit, c'est-à-dire pas hésiter à être OK de faire des erreurs, de réajuster un peu ce qu'on fait en termes de communication, en termes de produits, en termes de prix. La deuxième, c'est définir sa stratégie de réemploi. C'est pourquoi est-ce que je fais du réemploi ? Quelle est mon ambition ? Pas simplement je veux faire un pilote pour voir si les consommateurs ramènent des produits. Nous, on vient nous voir souvent en disant est-ce que les clients vont ramener ? On leur dit toujours le client, c'est pas le sujet. Le client, on l'aura. Il joue le jeu chez nos voisins à grande échelle. Il n'y a pas de raison qu'il ne joue pas le jeu en France. La question, c'est quelle proposition de valeur on lui offre ?
Et le troisième point, c'est se lancer avec un réseau qui va faire du volume, parce que c'est de ça dont le réemploi a besoin. C'est des volumétries pour aller chercher des économies d'échelle, pour avoir une compétitivité par rapport à l'usage unique. Et c'est ce qu'on essaye d'offrir à travers le réseau de magasins partenaires Loop en France, et qu'on souhaite développer évidemment d'ici la fin de l'année et les années à venir. Voilà. Merci beaucoup. Et donc on a une petite session de questions-réponses. Vous pouvez applaudir. Merci. Moi, j'ai une petite question pour William Peel, surtout. Vous dites qu'un de vos key learnings, c'est l'interopérabilité. Donc, j'imagine quand même la standardisation. Pour William Peel, j'imagine que le marketing de la bouteille, ça reste important. Est-ce que vous êtes prêt à vous détacher de cette bouteille et aller vers une bouteille standard de spiritueux qui pourrait être utilisée par d'autres marques ou pas? C'est quoi votre vision? Alors là, on est rendu quelques étapes après, mais je suis tout à fait alignée. Alors, ça dépasse... La question que vous posez est tout à fait pertinente. Pour moi, ça dépasse William Peel. C'est-à-dire que là, c'est toute l'industrie des spiritueux qui doit se questionner. Pour l'instant, la vision... je pense qu'on est au début de la consigne des spiritueux. Encore une fois, la France est en retard par rapport à d'autres pays là-dessus. Pour l'instant, la vision, c'est de dire qu'il y aura deux types de bouteilles. La bouteille standard et la bouteille qu'on réemploie. Donc pour la bouteille qu'on réemploie, on pourrait se poser la question effectivement de la bouteille plus uniforme. Alors je ne sais pas si on arrivera à une seule bouteille unique, parce que là, vous l'avez vu sur la présentation, par exemple, William Peel, elle a une forme plutôt carrée, elle a des épaules. Mais si déjà on arrivait à une standardisation sur ronde, carré, épaules et carré, c'est à peu près les trois prototypes qu'il y a, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ce serait, je pense pour l'instant, c'est une vision où il y a encore la bouteille standard qui a, on va dire, tous ces aspects de marketing, parce qu'en fait, dans les spiritueux, il y a beaucoup de choses au niveau, comment on appelle ça, la verrie est spécifique selon les marques. Et ça va prendre du temps, je pense, avant qu'un jour on se dise qu'on se détache de ça. Parce que voilà, on n'est pas. En plus, en France, on est contraint. On a quand même soumis à la loi E20. Donc il y a beaucoup de communication qui n'existe pas par rapport à d'autres secteurs où il y a la télé, etc. Donc le packaging sur les spiritueux, c'est un levier de communication qui est énorme. Et sa spécificité est énorme. Mais en revanche, imaginez une simplification des bouteilles déjà sur la partie bouteille consignée, pourquoi pas? Mais on est déjà rendu encore une étape après, parce qu'encore une fois, en termes de maturité, la consigne en spiritueux, c'est le début. C'est un point peut-être un peu complémentaire à ce que tu viens de partager, tout à fait aligné. Je pense qu'il y a un sujet de, justement, on parle souvent de standardisation dans l'emballage. Nous, on dit que c'est une piste clairement qu'il faut creuser. On voit que c'est une piste qui va amener des efficiences, comme on le voit sur d'autres marchés. La canette d'aluminium, les paquets de céréales, on standardise pas pour le sujet du remploi. On standardise pour des raisons d'efficience économique. Donc est-ce que certaines catégories de produits vont le faire? Certainement. Typiquement, nous, on pense que sur les marques distributeurs, ça fait énormément de sens pour tout ce qui va être petit prix, gros volume, où on va aller chercher 3 centimes pour gratter des marges, ça sera pertinent. Sur d'autres catégories de produits, c'est peut-être des échéances qui mettront peut-être un petit peu plus de temps à voir le jour, mais qui ne sont pas incompatibles au réemploi. Et nous, ce qu'on appelait interopérabilité, juste pour préciser, c'est pas forcément un fournisseur A utilise la bouteille du fournisseur B. Donc ça, c'est le cas par exemple en Allemagne, et on le fait aujourd'hui. Mais c'est potentiellement, j'achète à un endroit et je peux rapporter à un autre. C'est aussi cette version de l'interopérabilité. Et nous, justement, ce qu'on explique, c'est qu'il y aura des emballages iconiques qui vont être dans un flux d'emballage standard. Et il va falloir qu'on puisse gérer les deux. Et la question, c'est quelle va être la proportion. Et ça, je pense que c'est un peu le marché qui va le définir sur des critères économiques. Oui. Moi j'ai une question pour vous, Loop. Il me semblait que la consigne, elle était réglementaire au niveau des formats, entre 10 et 20 centimes en fonction de la taille du contenant. Parce que vous avez parlé d'une consigne à 50 centimes en rayon, ça m'a un peu étonné. C'est une très bonne question. Donc la consigne en grande distribution, elle n'est pas réglementée. Elle est dans les circuits de café, hôtel, restaurant. Et là, effectivement, par format, vous avez des montants de consignes qui sont définis. On ne peut pas déroger à cette consigne. Est-ce que demain, ça va l'être en grande distribution? Sûrement. Je pense que c'est le sens de l'histoire. On va sûrement arriver à ça. Ça pose des challenges d'ailleurs, cette consigne, parce que le taux de retour entre le CHR et la grande distribution ne sont pas les mêmes. Et donc, beaucoup des montants de consignes qui sont apposés en CHR sont inférieurs au coût de l'emballage, ce qui fait qu'à chaque fois qu'une bouteille ne revient pas, c'est une perte pour les marques. Alors que ici,
nous on préconise d'avoir un montant de consigne qui est toujours légèrement supérieur pour que l'emballage qui ne revienne pas ne soit pas un coût mais une ligne de revenu. Donc aujourd'hui c'est pas réglementé, ça le sera. Et la consigne c'est un vecteur de développement de passage à l'échelle pour les marques qui ont encore qui ont besoin de voir un peu les étapes et les revenus potentiels que la consigne peut générer. Ouais. Par rapport à la consigne, est-ce que la consigne est différenciée dans l'étiquette du consommateur? Et si la consigne est nominale ou quelqu'un peut remporter la bouteille et avoir? Deux très bonnes questions. Donc la consigne, elle est visible sur le ticket de caisse. C'est-à-dire que quand on passe une bouteille de William Peel avec cette EN spécifique, en fait, il est spécifique parce qu'on doit intégrer un montant de consigne par rapport à la référence normale. Sinon, en fait, tout le monde pourrait revenir avec sa bouteille de William Peel classique et dire bah, je veux 50 centimes, mais ces personnes-là ne les ont pas payées. Donc c'est pour ça qu'on a développé cette EN, parce que la marque va vendre ce montant de consigne au distributeur. Et quand on va le passer à la caisse, sur le ticket, il y a deux lignes. Le prix du produit qu'on a vu sur l'étiquette, et c'est pour ça qu'on ajoute les contours étiquettes plus 50 centimes avec marqué consigne 50 centimes. Et donc la deuxième question, c'est est-ce qu'elle est nominale? Non. Une personne, par exemple, je sais pas, un père de famille qui achète une bouteille de William Peel à consommer en apéritif avec ses amis, dit à son fils rapporte cette bouteille de William Peel mais ne dis pas que Son tu l'as fils bu. qui est majeur. Son fils majeur, exactement. Récupère les 50 centimes, c'est tout à fait possible. Sans le ticket. À partir du moment où la bouteille... Et il a gagné est... 50 centimes, voilà. Exactement. Du coup, après ces 2 ans d'expérience, vous avez à peu près quel taux de retour maintenant après 2 ans? C'est une très bonne question. Donc les taux de retour, c'est un élément, avant de répondre juste à la question, c'est un élément qu'on regarde de manière non figée. Pourquoi? Parce que on n'a pas un taux de retour à l'emballage même, puisque l'EAN c'est un indicateur global. Et donc on va regarder des masses et des volumes qui vont évoluer. Il y a 2 ans, on était dans 20 magasins. Aujourd'hui, on est dans 150 magasins. Et il y a toujours un timing entre le moment où le produit est acheté et le produit va être consommé et retourné. Ce qu'on regarde plutôt, c'est comment il évolue. Et nous, ce qu'on voit sur William Peel, c'est qu'il a triplé. Et au global, sur toutes les références, il augmente. Et il augmente sur 2 facteurs. Un, le nombre de points de retour. Donc typiquement, est-ce que pour un client, je retrouve mon petit magasin à côté de chez moi, le point de collecte? Ça fait augmenter la courbe. Et 2, est-ce que j'ai plusieurs produits que je peux acheter en consigne dans ce même magasin? Un magasin qui va avoir 10 références consignées et un magasin qui va avoir 80 références consignées, on va avoir un taux de retour qui va doubler quasiment, pour vous donner une idée. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais accumuler chez moi plus vite des contenants. Donc, en fait, logiquement, je vais les rapporter aussi plus facilement que si j'ai une bouteille qui traîne. Et on sait tous que la flemme aidant, je peux la mettre au vert. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, nous, et puis pour répondre à votre question, on observe selon les catégories de produits des taux de retour qui vont jusqu'à 70%, ce qui est des taux de retour très élevés. En moyenne, on est plutôt autour de 50% si on regarde toutes les catégories de produits. Voilà. Sachant que le taux de retour, il va être très différent selon la catégorie. Dieu merci pour la santé des consommateurs, je pense qu'ils ramènent plus de Nutella que de William Peel. Sinon, il y aurait un petit problème. Donc c'est pour ça aussi qu'on est parti sur cette référence-là. Il faut que vous ayez en tête, il faut vraiment partir sur des grosses rotations. Nous, on a des grosses rotations. Il y a beaucoup de gens qui en achètent, une certaine quantité. En revanche, la fréquence d'achat n'a strictement rien à voir avec un Nutella ou du Coca, puisque Coca fait aussi partie de l'aventure. Donc eux ont des produits qui reviennent plus que les nôtres, mais c'est vrai que ça commence à bien bouger depuis qu'on voit le nombre de magasins qui a bien augmenté. Nous, ça a décollé fin d'année dernière, puisqu'il y a plus de 4000 cols qui sont sortis en caisse. Donc, Merci. Oui, Sarah Pedoni de Bout à Bout, on travaille aussi sur ces sujets d'opérateurs de réemploi. Nous, on est plutôt dans le Grand Ouest. Enfin, souvent, je dis de Caen à Mont-de-Marsan. D'abord, bravo, parce que c'est un super projet. Et je sais ce qu'il y a derrière comme boulot. Donc, bravo à Loop et au groupe Marie-Brizard, Wine & Spirit. Moi, j'avais une question hyper pratico-pratique. Comment vous avez fait pour orienter les flux de ces bouteilles qui sont donc réemployables? Dans quel sens ça s'est fait pour que la supply chain suive derrière? C'est-à-dire que vous avez donc implémenté ces produits réemployables en magasin. Comment vous avez sélectionné les magasins? Comment se fait la livraison? C'est du pratico-pratique, mais comme vous l'avez évoqué, c'est un vrai enjeu, la supply.
Et je serais intéressée de savoir dans quel ordre ça s'est fait. D'abord vous vers les magasins vers vous. Comment ça s'est passé? Merci beaucoup. Donc, très bonne question et merci pour le compliment. C'est effectivement beaucoup de travail en commun, je confirme. Comment ça se fait? C'est d'abord un travail avec le distributeur. Donc encore une fois, on travaille toujours en tripartie. Donc là, on est un binôme. On espère que prochainement, on aura des trinômes, en tout cas plusieurs. La vision, c'est ce produit-là, c'est une nouvelle référence. C'est comme si je sortais la nouvelle gamme pour l'été, brandée spécifiquement. Et donc ça rentre dans des flux de supply classiques d'un produit qui va être stocké en entrepôt, qui va être distribué au magasin. Et donc chacun des magasins qui fait partie de l'écosystème de Loop peut commander des produits dans un pool en fait, de produits consignés. Et donc chacun des magasins, il y a de la communication. Dès qu'il y a un nouveau produit, on va lui dire tu fais partie du projet consigne. Tiens, il y a 5 produits qui viennent d'arriver que tu peux commander. Et donc c'est comme ça que ces produits sont commandés. Et donc c'est vraiment le distributeur, et là c'est vraiment son rôle. Nous on a un rôle de relais, mais le rôle premier du distributeur, c'est évidemment de distribuer des produits et de faire en sorte qu'ils soient dans tous les magasins où il y a ces offres-là. Exactement. En fait, il y a eu très récemment, pour la première fois, il y a des magasins qui sont venus nous voir parce que des clients avaient vu le concept à côté et étaient allés leur taper sur les doigts en disant « mais comment ça, vous faites pas de consigne ?» Et donc c'est la première fois que des magasins sont venus nous voir en disant « moi la consigne, j'y croyais pas trop, mais j'ai des clients qui me le demandent ». Et donc on voit que justement, ce côté accélération, c'est pas une courbe qui est linéaire, c'est vraiment exponentiel. Plus on sera plaisant, et de la même manière que vous, plus on arrivera à laver, plus on arrivera à démocratiser ce sujet, plus on accélérera les taux de retour, le nombre de magasins partenaires, le nombre de références partenaires.